Donc Claire et Vincent, bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube Pertusato qui se distille dans le grand alambic de la maison Mémérou, qui est plus général. Donc, je ne vais pas vous demander de vous présenter trop vite. Donc c'est Claire et Vincent pour le moment. Si vous êtes là, alors c'est un exercice un peu particulier puisque on s'attache a priori à ne pas parler d'actualité à trop court terme. On essaye de travailler sur le fond et de discuter de façon moins contrainte par ce qui se passe. Mais là, c'est vrai que ce qui pourrait s'apparenter à un programme politique donc, que vous défendez dans cette situation avec ces présidentielles qui arrivent et vu la généralité, le côté universel quand même de ce qui est proposé, on s'est dit que ça pourrait être quand même très très bien d'en parler. Donc la première question, ce programme, j'ai l'impression qu'on retrouve ses racines dans Ambroise Croizat et puis ensuite ça va se dérouler pendant quelques décennies. Si un des deux a envie de parler des associations, des ONG, des mouvements sociaux qui expliquent que ce document peut naître aujourd'hui. Oui, donc moi... on a travaillé, en fait, il y a un groupe qui s'appelle Plus Jamais Ça, qui s'est constitué à la suite des confinements à cause du Covid, où se sont rassemblées des organisations écologistes et donc Greenpeace, Oxfam, et des syndicats, notamment la CGT. Et il y a eu des groupes locaux qui se sont constitués. Et sur Saint-Étienne, du coup, avec le groupe Alternative à Saint-Étienne, on a décidé de travailler l'année dernière sur... En fait, il y avait eu les 75 ans de la sécurité sociale qui avaient donné lieu à un événement assez important à Saint-Étienne, auquel j'ai participé. Et là, tout un tas de choses sur lesquelles on discutait depuis dans mon parcours personnel, entre les monnaies locales, entre les alternatives sur les territoires, tout ce qu'on pouvait faire d'autre que ce qui nous est proposé, et bien là, ça paraissait possible de le mettre en place au sein d'un système de sécurité sociale. Et on voyait que autant des syndicats que des associations accrochaient sérieusement avec cette idée de sécurité sociale et écologique, enfin pas écologique, c'était sécurité sociale. Et c'est là où on s'est dit, c'est intéressant d'aller travailler un petit peu plus loin sur comment on peut faire des liens entre la sécurité sociale mise en place par Ambroise Croizat et puis la situation dans laquelle on est et tous les besoins auxquels il faudrait qu'on réponde, y compris en termes écologiques. D'accord, donc là, on change de monde. Ambroise Croizat, c'est quand même une volonté de Gaulle, c'est quand même une volonté du PCF à l'époque, donc c'est quand même un État qui décide d'instituer ça. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. En fait, ce sont des associations, des ONG, des collectifs qui tentent de reprendre la main sur le politique au sens large du terme, parce que plus personne ne propose ça aujourd'hui dans les différents programmes politiques qui sont proposés notamment pour 2022. C'est quand même un changement radical. Maintenant, ce sont les gens qui semblent vouloir prendre possession de leur histoire, parce que de toute façon, personne ne parle d'eux. C'est bien clair. Alors, quand tu dis programme politique, en fait, c'est vraiment un projet. Hein. Je pense qu'Ambroise Croizat, quand il a mis en place la Sécu, c'était quelque chose qu'il avait mûri, lui, dans le cadre du Conseil national de la résistance. Et donc, ça allait au-delà du programme classique où on a des mesures qu'on va mettre en place quand on arrive. Là, c'est un projet qui avait toute une ampleur, avec une vision à la fois politique et humaniste derrière, et de renversement, de changement de système, donc de centrer la question de la santé, de sortir la question de la santé de la question soit de l'assistance, soit du profit. Alors là, vous allez beaucoup plus loin, puisqu'il n'y a pas que la santé. Il y a ce qu'on mange, il y a énormément de choses pour essayer de tenter une vision absolument globale du monde. C'est vraiment un autre monde qui veut être fondé dans ce document, je ne sais pas très bien comment l'aborder, mais on va l'aborder peut-être tel que tu l'as défini en fait. Alors, c'est un outil de transformation globale, c'est dit comme ça. Donc il y a bien une volonté quand même je ne sais pas comment tu peux le définir, mais vraiment une globalité, c'est-à-dire qu'on ne change pas quelques paramètres, on ne modifie pas ce monde politique tel qu'on l'a, mais on part dans un autre monde. C'est vraiment l'idée que tu as, enfin que vous avez, c'est vraiment cette volonté-là. L'ambition ne te semble pas absolument démesurée ? L'ambition, c'est sûr que
nous, quand on regarde à notre échelle et à notre groupe local, on se dit un peu, c'est vrai qu'on n'y arrivera jamais. Mais en fait, quand on réfléchit bien, on voit que le monde court à sa perte si il n'y a pas un réel changement radical, effectivement. Voilà. Et donc, si on ne porte pas un projet comme celui-ci, comme on a l'impression de le voir, en tout cas pour 2022, ce n'est pas les politiques qui sont déjà engagés dans les élections qui vont porter un projet comme celui-ci. Donc nous, on a décidé de tout faire pour porter ce projet le plus loin possible. Alors ce monde court à sa perte, ça mérite de passer quelques secondes à bien expliquer. Non mais voilà, ça semble une évidence, mais on peut peut-être juste le redéfinir. Voilà, c'est la perte à la fois écologique, avec toutes les plus de degrés qui sont annoncés d'ici 2100 et qui auront des conséquences gravissimes sur la biodiversité, même l'humanité entière. C'est aussi sur l'aspect social et humain, parce que aujourd'hui, on voit que de plus en plus il y a de plus en plus de réfugiés, de plus en plus. Voilà, il y en aura toujours plus. Aujourd'hui, même en France, qui est un pays considéré comme développé, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui vivent des situations précaires, et même en ayant un travail et tout ça. Et donc, du coup, c'est un monde qu'on ne veut plus. Donc, on espère, avec ce projet, arriver à un monde plus juste et puis surtout plus vivable pour les générations qui vont arriver. Je peux presque m'inclure. On est nombreux à penser ça, de cette urgence folle, évidente, évidemment, c'est le GIEC, c'est tout ça. On est très nombreux en France, j'ai du mal à savoir ça en fait. Quand on voit notamment la campagne qui se dessine présidentielle, on a vraiment l'impression qu'ils ne sont pas au courant en fait. Ils mettent des coins par-ci par-là, ils essayent de rentrer dans l'actualité par le bout de la lorgnette, chacun à sa façon, mais il n'y a personne qui massivement dise on est quand même dans un danger immédiat et très violent, très réel. Alors c'est pas mal sorti quand le rapport du GIEC a été publié. Après, ce qui semble vraiment important, c'est d'avoir des alternatives en fait, parce que être asséné par tout ce qui va nous arriver sur la figure, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont entendu, même si après chacun a sa manière de mettre la distance par rapport à ça, voire de la négation, mais peu importe. En tout cas, les choses se sont passées dans les esprits des gens. Les gens voient bien en plus que les catastrophes naturelles s'empilent, voilà. Donc tout le monde a bien conscience du problème, voilà. Conscience volontaire ou pas. Voilà. Après, la question, c'est comment on peut changer ce système. Et ça, là, vraiment, c'est là où ça bute. C'est-à-dire qu'on est dans un système un peu fou, mais on en dépend d'une certaine manière. Il n'est pas un peu fou, il est carrément fou. Il est structuré sur un fondamental d'enrichissement des plus riches. Alors, ça a été pendant un temps au service des uns et des autres. Moi, je peux dire que j'en ai profité d'une certaine manière. Simplement, là, aujourd'hui, on arrive au stade où on en profite. De moins en moins de gens en profitent, quelques-uns en profitent énormément, et globalement, on va tous aller c'est le Titanic, on va tous au fond du trou. Voilà. D'accord. Tu penses, tous les deux, vous pensez que pour 2022, il y a une chance d'arriver à rallier des gens, à changer la donne politique à très très court terme, donc pour ces élections qui arrivent dans 6 mois, ou c'est quand même vraiment une utopie, ce qui déjà en soi est défendable, on est bien d'accord, mais est-ce que c'est une utopie franche ou est-ce que non, peut-être qu'il y a moyen de convaincre? Dans notre esprit, ça veut pas. C'est une utopie forcément, mais l'objectif, c'est bien de montrer qu'on est. C'est la conviction profonde qu'on est capable de le faire. Les humains sont capables de faire des choses merveilleuses. Ils sont pas uniquement capables à faire de l'horreur, même s'ils savent le faire. Et donc la question, c'est de mobiliser les gens vers quelque chose qui disent, oui, on peut en fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, il y a une espèce de chape sur la tête de tout le monde, de se dire, en fait, on est incapable de faire face à la situation.
Et donc c'est l'importance de mettre en avant, et même vis-à-vis des partis politiques. Après la primaire des écolos, ils pensaient qu'ils allaient dépasser les sondages, ça n'a pas marché. Mélenchon, pareil, du côté de la France Insoumise, il espère toujours que les gens qui s'abstiennent, ils vont venir le rejoindre en masse et tout ça, et ça ne marche pas. Donc là, il y a de l'inquiétude dans les partis politiques quand même. Alors, sauf s'ils n'ont pas envie d'aller au pouvoir, ce qui est une question qu'on peut poser, d'avoir juste des parlementaires et d'être dans l'opposition. Mais si, je crois, et typiquement, pour en avoir parlé avec pas mal de gens à la France Insoumise et du côté des écolos, il y a une réelle envie de prendre le problème à bras-le-corps et d'essayer de trouver des solutions pour éviter la cata. France Insoumise, sûrement. Est-ce que ce n'est pas les seuls à voir l'avenir en commun? France Insoumise, oui. Jadot, est-ce que réellement il va s'attaquer aux dimensions sociales j'ai un doute. Je n'ai pas dit qu'ils allaient s'attaquer aux dimensions sociales. Par contre, d'un côté comme de l'autre, et puis en fait, moi je suis vraiment un peu entre les deux parce que j'ai vraiment des bons liens avec les uns et avec les autres. C'est pas la même manière d'approcher le truc. La question écologique pour les écolos, elle est plus extrême que dans l'esprit des gens de la France Insoumise. Et du coup, ça les pousse à aller au-delà de ce qu'ils avaient l'habitude de réfléchir et de penser. Ils n'ont pas a priori envie de chambouler tout le système qui existe parce que ça leur paraît un mastodonte et pour eux, ça renvoie à des choses, on va aller vers du communisme ou je sais pas quoi, ça leur fait peur. Enfin bref, pour un certain nombre, en tout cas dans l'image qui est donnée. Et puis du côté de la France Insoumise, la question écologique, elle est quand même ramenée assez fortement. Mais on ne peut pas dire non plus qu'ils ont une vraie alternative au système capitaliste. Il faut être très honnête, on n'est pas non plus dans ce... Voilà. Non, mais même du côté de la France Insoumise, je veux dire, c'est pas un programme de sortie du capitalisme, le programme de la France Insoumise. C'est vraiment une retentative de régulation forte et d'échapper à certains systèmes qui bloquent complètement, notamment au niveau de l'Europe ou des choses comme ça. Mais ça reste aussi sur des grandes idées. Et donc concrètement, c'est ça la grande force d'Ambroise Croizat. En fait, il a utilisé un moment de l'histoire très, très court pour mettre en place un système qui a duré plus de 70 ans, qui a été gratté de partout parce qu'assurément, il ne va pas dans le sens du poil d'un certain nombre de gens qui font fonctionner l'économie mondiale, mais il y a une volonté terrible de l'écrabouiller, ce Sécu, qui a un budget plus fort que l'État, qui était géré par les syndicats. Enfin voilà, donc là c'était vraiment l'opposé de ce qu'ils ont envie de faire grandir, et ça a tenu. Et donc il a profité aussi de l'après-guerre, d'une attente des gens, d'une difficulté économique et sociale forte. D'un effondrement quand même du néolibéralisme qui, depuis les années 30, va très mal et a conduit l'Europe là où on sait qu'elle est allée. Claire, tu rejoins cette idée, le libéralisme qu'on connaît n'est pas amendable, on ne peut pas le bricoler, on ne peut pas l'arranger, à un moment donné, il faut changer de paradigme totalement. Oui. Il n'y a pas d'entre-deux en fait, c'est ça. Je rejoins totalement, et puis on le voit avec les derniers mandats politiques, ça a été un peu du bricolage, et je redéfais une telle réforme pour refaire la mienne, et en fait ça arrange rien du tout, voire même ça empire les choses. Donc je pense que oui, effectivement, c'était un modèle totalement à changer. Et c'est pour ça qu'on a ce projet, entre autres, de sécurité sociale et écologique universelle. C'est ça le fameux projet dont on doit parler aujourd'hui, c'est cette sécurité sociale écologiste universelle. C'est ça. Donc comment vous définissez ça ? Je dirais que c'est un système pour préserver et pour garantir des droits à la fois comme on l'a dit, à la biodiversité, et tenter de préserver le plus possible l'environnement, mais aussi prendre soin de l'humain et par exemple garantir des droits minimums. Et justement, le projet, c'est de garantir des droits minimums dans différents domaines de la vie courante, par exemple l'alimentation, le logement, l'accès à l'eau, à l'électricité, etc. Et voilà. L'idée, si je me trompe, vous m'arrêtez vraiment si je me trompe, parce que là, c'est pas moi qui défends ça. En gros, il y aurait deux sortes d'économies.
une sorte d'économie de marché qui pourrait perdurer dans son monde à elle. Par contre, une sorte d'économie des communs, je ne sais pas si c'est juste ce que je dis, où là, par contre, c'est intraitable, c'est quand même géré par du collectif, par de la démocratie absolue, et on ne spécule pas sur ces biens-là, on ne spécule pas sur tout ça. C'est ça que vous voulez, enfin voilà, c'est ça que vous voulez défendre. J'ai envie d'utiliser une image qu'on essaye de développer dans nos ateliers pour parler de ce projet de manière accessible à l'esprit de tout le monde. C'est l'idée qu'il y a dans le monde où on a un maximum écologique qu'il ne faudrait pas dépasser et qu'il faut même qu'on arrive à faire descendre. Et par contre, à l'inverse, il y a un minimum social qu'il faut pouvoir garantir, sinon on met les gens Typiquement, les gilets jaunes, quand on fait peser la réduction des impacts écologiques sur la tête des gens qui sont déjà en bas de l'échelle économique, c'est une catastrophe. Et c'est typiquement ce qu'il faut surtout éviter de faire absolument. Voilà. Et donc là, l'idée de ce projet-là, c'est on remonte et on garantit, et c'est pas l'État qui va garantir, donc c'est exactement ce que tu disais, c'est collectivement, on organise des systèmes démocratiques du local jusqu'au national, où on va faire le point ensemble avec les habitants, les producteurs qui acceptent de travailler dans cette optique-là, donc pas sur la logique de profit, mais sur l'intérêt collectif, et de dire voilà où sont ce qu'on peut faire, la situation climatique, la terre, ce qu'on a commun, ce qui manque, ce qu'il faudrait qu'on obtienne, et puis on organise les choses pour pouvoir répondre aux besoins essentiels de la totalité de la population, comme a fait Ambroise Croizat pour la Sécu, quoi. C'était un truc important pour lui, c'était de dire c'est un droit pour tous, c'est pour ça que c'est passé. Et donc vous imaginez un système à peu près équivalent à la sécurité sociale, c'est-à-dire c'est pas directement l'État, c'est quand même une institution qui est autonome par rapport au fonctionnement du pays. Voilà, ça me semble très important parce que ça la protège d'un certain nombre de réglementations européennes notamment, sinon elle va mettre le nez dedans, elle va le bloquer. Alors, ça serait peut-être bien de bien préciser ça, qu'on comprenne comment c'est construit administrativement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens même la sécurité sociale, qui ne savent pas que c'est une institution séparée de l'État. Donc, comme je dis, c'est une institution séparée de l'État, c'est-à-dire qu'elle a son budget propre, qui est d'ailleurs même plus important que le budget de l'État tout entier. Il y a des personnes qui sont gestionnaires de cette institution, et là ça serait le même principe. Donc il y aurait des personnes qui seraient gestionnaires de l'institution, des institutions de la sécurité sociale écologique universelle. On reprendrait le fonctionnement de la sécurité sociale existante, c'est-à-dire le conventionnement des professionnels, pour à l'appliquer à d'autres domaines de la vie. Donc par exemple, on pourrait conventionner des paysans, des commerces de proximité, etc. Et donc, pour donner un exemple, par exemple sur l'alimentation, parce que c'est en général ce qui parle le plus, si on décide, donc quand je dis on, c'est l'ensemble des acteurs concernés, donc ça serait des habitants, ça serait des producteurs, ça serait des maires, des politiques, etc. On décide par exemple d'attribuer à chaque personne 150 € par mois, ou l'équivalent en tout cas de 150 € par mois de nourriture. Ces 150 € par mois seraient uniquement dépensables dans des commerces qui seraient conventionnés, auprès de professionnels conventionnés. Donc ça permettrait d'avoir accès à des produits de qualité et du coup de favoriser les produits locaux, sains et tout ce qu'on veut, plutôt que le supermarché et la logique du profit. Voilà. Donc il faut arriver à mettre en place, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, des espèces de pouvoir comme ça collégial, où on dirait telle entreprise est conforme et répond à un certain nombre de critères. Il y a une économie parallèle repérée, donc
ici ça s'appelle le lien, mais ce serait un équivalent, je ne sais pas. Et donc il y aurait tout un commerce qui pourrait s'installer donc dans ces notions de localité, enfin de rayonnement proche, et on serait certain que ça ne part pas, donc ça ne parle pas en spéculation. On est certain que ça n'arrive pas d'Almeria dans des camions par milliers à longueur de journée, et on est certain que ce que les gens vont manger effectivement ait une qualité. Ça, ce serait pour la partie alimentation. C'est assurément une bonne... En plus, il y a des gens qui ont travaillé, ça fait plusieurs années qu'il y a un collectif qui est formé autour de la sécurité sociale de l'alimentation. On s'est beaucoup appuyé sur leur travail. Et c'est avec eux, d'ailleurs, qu'on a le plus élaboré pour aller au-delà sur les autres besoins essentiels dont a parlé tout à l'heure Claire. Et sur le conventionnement, un des trucs qui est important, c'est que l'alimentation soit choisie. On ne veut pas faire un système où il y a les magasins avec... on va utiliser la caricature kolkhosienne, voilà, donc d'imaginer qu'on a des tickets de rationnement et avec ça, on a le droit à ça, à ça, à ça, et c'est telle boîte et c'est pas autre chose. Typiquement, là, c'est comment ensemble on arrive à choisir ce dont on a besoin, à choisir comment on le produit, à choisir comment on arrive à faire descendre l'impact écologique, parce que ça, c'est une responsabilité de tous et de toutes. Et comment, avec ça, on répond aux besoins de tout le monde, y compris de tous les résidents. Alors, pour être clair sur l'idée, c'est pas de garantir ça uniquement aux citoyens qui ont leur carte d'identité ou des choses comme ça. C'est tout résident du territoire. Et du coup, ça crée une dynamique qui, à mon sens, est capable de réveiller plein de choses qui dorment aujourd'hui et qui est un peu écrasée par cette... Oui, c'est ça qui fait peur. Est-ce qu'on est prêt à s'investir, quoi ? C'est ça qui est très compliqué, parce qu'on est tous pareils, on va à Carrefour en rentrant du boulot, on achète ce qui est pratique à attraper comme ça et pas trop cher, et on rentre à la maison et on le mange. Et si demain on lui dit non, là maintenant va falloir réfléchir, va falloir se donner du mal pour savoir d'où ça vient, qui l'a produit, est-ce que c'est néfaste, est-ce que ça l'est pas. Voilà, c'est quand même un changement absolument radical de comportement. Et voilà, j'imagine qu'il y aura de grosses résistances. Le but, je crois, c'est aussi de faire confiance aux gens, en fait. De faire confiance aux gens en se disant, je pense que si on leur dit, demain, si vous avez envie, entre guillemets, vous pouvez manger de manière saine, biologique et tout ce qu'on veut, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui feraient de même le choix de favoriser cette alimentation. Et puis, je pense qu'aussi, justement, c'est un pari de faire participer les gens et de leur dire, voilà, vous êtes acteurs de votre vie et je pense que là aussi, les gens... réfléchiront à deux fois avant de prendre des décisions et réfléchiront à l'impact qu'eux-mêmes peuvent avoir sur la planète et ils prendront conscience encore plus de leur vie et de leur impact et de leur comment je voulais dire. Responsabilité. Ouais. Responsabilité, voilà. Ouais, bien sûr. Et il n'y a pas un risque que ce soit à la portée, au sens large du terme, d'une classe assez aisée qui peut se poser ces questions, qui en a le temps, qui en a les moyens, peut-être aussi globalement qui est assez cultivée pour comprendre bien tout ce qui se passe. Et j'ai l'impression qu'il y a aujourd'hui dans cette France, puis pas que cette France, cette Europe et ce monde libéral, des gens qui sont tellement à genoux, tellement inquiets, tellement pauvres, mais au sens large du terme, pas que financièrement. Ils n'ont peut-être pas trop le temps et la possibilité de se poser toutes ces questions. Ils font ce qu'ils peuvent au jour le jour. Alors il y a un bel exemple, moi, qui me semble être un bon point de référence. Marie-Monique Robin a fait un film là-dessus sur les premiers territoires zéro chômeur longue durée à Mauléon, dans la Sarthe, je crois, où elle filme toute une équipe donc de gens. Alors là, on est sur le bas de l'échelle, avec des gens qui sont en décrochage depuis très longtemps, avec multiples difficultés associées. Et du coup, le principe, c'est vous avez un salaire, on vous salarie,
à temps plein ou voilà. Et ensemble, on va voir comment on peut répondre aux besoins qu'il va falloir qu'on repère sur le territoire. Et donc ces gens-là se mettent au boulot pour aller trouver qu'est-ce qu'ils pourraient faire d'intéressant sur le territoire qui n'est pas fait par l'économie fonctionnant. Et on voit ces gens-là se refleurir comme des plantes qu'on a remis dans de la terre, parce qu'ils s'approprient, ils ne sont plus des assistés, on leur garantit un travail, ils ont un salaire, ils ont la sécurité de quelque chose dans la longueur, et ils s'investissent à fond. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont pas sortis d'une classe aisée qui réfléchit sur l'écologie. Ils n'empêche qu'ils font du recyclage, du jardin bio, voilà. Et ils expliquent très clairement. Ils disent mais on pense à nos enfants, voilà. En fait, du coup, c'est pas une conscience qui est forcément une conscience de bobo. Ça, ce qui est bobo, c'est parce que la situation économique fait qu'aujourd'hui, pour manger bio, il faut avoir des sous, quoi. Pour être militant dans une coopérative comme j'en connais bien, il faut avoir du temps, il faut avoir de la disponibilité, voilà. Mais et là, si on garantit l'essentiel aux gens, ça peut permettre aux gens de s'approprier. Et donc moi, je fais presque plus confiance aux gens qui aujourd'hui sont déjà dans une situation de précarité avancée et qui ont tout à gagner à trouver autre chose, qu'à des gens qui, pour l'instant, sont suffisamment bien nourris par le système tel qu'il fonctionne. Tu rejoins les thèses de Bernard Friot sur ce revenu. Alors je fais attention au mot, c'est pas revenu universel, non. Ça ne fera pas plaisir. C'est salaire à vie. Salaire, voilà. Donc pour toi, pour vous, c'est une vraie solution, ça aussi, qui pourrait faire partie de. Alors on a eu des débats là-dessus qu'on n'a pas du tout, on n'a pas été au bout avec Bernard Friot, mais que du coup on a travaillé sur un certain nombre de sujets avec lui. Et ce que je défends, parce que je l'ai entendu au niveau de la CGT, j'ai entendu exactement la même chose au niveau d'ATD Quart-Monde, qui est à l'origine des territoires zéro chômeur, c'est de dire on ne peut pas faire pire pour des humains que de leur filer des sous puis de leur dire tais-toi, quoi. Ça marche un temps, mais au bout d'un moment, c'est très humiliant et c'est très dégradant. Et le fait de garantir que non seulement... alors du coup, la reconnaissance du travail qu'on peut faire par un salaire qui, lui, est garanti dans le temps. Donc les gens n'ont pas le souci d'être obligés d'aller faire n'importe quoi pour gagner 3 sous pour nourrir leur famille, mais ça passe par une reconnaissance de ce qui donne à la collectivité. Et c'est ce truc-là qui me semblerait intéressant à construire. Et je pense que justement par les instances démocratiques, quelque part, je pense que ça répond tellement bien à l'aspiration des gens qu'on n'aura pas besoin de leur souffler. Enfin, je veux dire, les gens tous, on a en nous cette idée qu'on a envie d'être reconnus pour ce qu'on sait faire de mieux. Voilà. Et donc je pense que ça peut être vraiment mis en place, quoi. Sans donner un salaire, et puis après tu choisis, tu papillonnes et tout ça. Ça, c'est une vision un petit peu... bon, ça c'est le revenu, revenu universel, mais du coup c'est un peu douteux. C'est quand même la principale opposition qu'on peut faire à Bernard Friot, c'est ce qu'on entend. Si on donne des sous aux gens en disant en échange de rien, ils vont rien faire. Ce qui évidemment n'est pas sincère, mais enfin c'est facile comme argument et on arrive toujours à trouver 2-3 petits exemples qui vont bien et puis ça, le bébé est jeté avec l'eau du bain. Et je rajouterais aussi comme exemple la Convention citoyenne pour le climat. Parce que c'est des gens, en fait, ça a rassemblé des gens dont beaucoup qui n'avaient aucune connaissance sur les questions qui ont été abordées, qui sont sensiblement les mêmes que celles qu'on aborde nous. Et finalement, on se rend compte qu'ils ont réussi, si on donne du temps aux gens, et donc le fait justement de leur fournir le minimum, et ça leur permet aussi de libérer du temps pour se former, pour apprendre des nouvelles choses et tout ça. Et ça leur permet aussi de... oui, au départ, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément, mais si on leur donne le temps de s'imprégner des notions et de comprendre, en leur expliquant avec des mots qui sont compréhensibles par tous, et voilà, ça donne aussi l'envie de s'impliquer et de voir que mes propositions, elles sont tout aussi valables qu'un économiste ou qu'un politique ou je ne sais quoi. Oui, cette convention de climat a été flagrante pour ça.
Ces 150 personnes tirées au hasard, si on les fait travailler, ils sont tout à fait capables de trouver des solutions. Et bon, après, on n'en tient aucun compte, mais c'est un autre débat, ça c'est un tout autre débat. Mais oui, évidemment, on est convaincu par ça. Et je pense que dans la pression néolibérale et dans le fonctionnement néolibéral, le fait que les gens ne puissent plus respirer parce que des prêts, parce qu'un boulot difficile, parce que des exigences toujours plus avant, et les gens non plus ce recul, ce temps de se dire qui je suis, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'aime, etc. Et que ça fait effectivement partie de la domination, puisque c'est bien un rapport clairement de domination de classe, hein, c'est bien comme ça que c'est construit. Le mettre en place, c'est peut-être compliqué. Une autre question serait, est-ce que ça peut perdurer? Parce que ce qu'a fait Ambroise Croizat, c'était pas fini que déjà le monde libéral est derrière, il grignote. Dans les années 70, la poussée libérale devient absolument féroce. On tente un petit épisode à gauche en France qui n'a pas servi à grand-chose, enfin qui n'a pas changé vraiment la donne. Et puis maintenant, c'est des associations, des ONG. En fait, on sent bien que c'est très très dur de résister à cette poussée. Quoi qu'il arrive, elle est très très puissante, elle est derrière et se laisse pas faire en fait. Elle est puissante tant qu'elle répond, tant qu'elle arrive à nourrir la majorité des gens, je pense qu'elle est vraiment très puissante. Le jour où les gens... Et là, on est dans un contexte particulier qui est le contexte écologique qui va très vite, très mal... moi, pour bien connaître, connaître un certain nombre d'agriculteurs, il y a de l'inquiétude forte sur la capacité qu'on a pour se nourrir. Là, il y a des histoires qui traînent autour de l'approvisionnement. Alors, on n'en parle pas trop. On préfère parler des choses qu'on nous rabâche, et du Zemmour et du Covid. Mais oui, il y a des risques de pénurie. Oui, l'économie, elle est quand même largement en difficulté. Et donc, comment ce débrayage possible, ce collapse, chacun y met ses mots, au niveau économique... moi, je me rappelle sur des quartiers où moi j'ai travaillé comme éduc, on avait fait une animation sur Firminy autour des jardins partagés. Là, et il y avait un ancien collègue là, qui était venu me voir et me dire si les écolos se mettent à parler comme ça devient intéressant. Parce qu'il dit, nous, la question de l'alimentation est de... Croyez pas qu'on va nourrir nos gamins à Lidl parce qu'on est content de les nourrir à Lidl. On sait très bien que c'est pas ça qu'il faut donner à nos enfants. On le fait parce qu'on n'a pas les moyens de faire autrement et puis qu'on avait envie qu'il y ait des choses sur la table. Donc on préfère acheter beaucoup de choses avec pas beaucoup de sous que l'inverse. Mais il dit, mais là, il y a de quoi... nous, on est partants, voilà, on est partants. Sur les quartiers, il y a du monde qui est prêt à cultiver, des gens qui s'embêtent et qui ne savent pas quoi faire. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'il y a une dynamique comme ça qui est possible parce qu'on arrive à une limite du système. Tant que le système, il permet aux gens de faire ce qu'ils ont à faire de manière, on a notre petit smartphone, on a notre petite voiture, on part en vacances. Si tout va bien, effectivement, on peut se dire, on va avoir du mal à faire passer ce genre de projet. Le GIEC nous annonce des choses qui vont aller vite, quoi. Voilà. Et donc, on risque très rapidement de se retrouver dans des situations où on ne saura plus quoi faire. Voilà. Et donc, si on a mis en base les fondamentaux, parce qu'en fait, c'est un cadre dont on parle là, c'est les gens qui vont le construire après, mais c'est de mettre en place un cadre institutionnel avec des protections pour éviter que... Parce qu'en plus, on a le recul historique, on sait comment ça se fait grignoter, donc on peut mettre les barricades qu'il faut pour tenter d'éviter les... Oui, mais parce qu'il n'y a pas de projet. Alors, sur la Sécu, il n'y a pas une volonté politique de défendre la Sécu, mais même, c'est quelque chose qui est en train de se réapproprier. Les syndicats et tout ça se le réapproprient maintenant, mais pendant longtemps, ils ont laissé couler. Ils n'ont pas fait attention, qu'on était en train de leur bouffer quelque chose qui était vraiment une grosse victoire pour le monde des travailleurs et les gens globalement. Voilà. Et donc, ça revient dans la tête dans l'esprit des gens, de se dire... Mais là, il y a peut-être quelque chose, et c'est quand même bien plus intéressant et motivant de parler de ça que de parler des kolkhozes et de dire oui, mais vous savez, la révolution russe, c'est pas aussi mal que ce qu'on a dit. Bon, voilà. Et les gens, ils sont toujours avec ces espèces de contradictions, et donc on préfère le capitalisme, allons-y. Là, la Sécu, ça parle de quelque chose où, dans une situation, on risque d'avoir des peurs, des manques, ouais. Alors Zemmour, lui, il les asticote, il n'y a pas que lui, en espérant que ça va lui ramener du... Bon, puis ça arrange bien le système, à mon avis. Mais si on est capable de se dire, ensemble, on peut se prévenir de ces catastrophes. Et on peut y faire face ensemble. Et on peut se donner les moyens, et on peut donner un cadre pour y répondre. Moi, je pense que c'est faisable. Après, est-ce que ça peut mordre là tout de suite dans un temps court d'ici 2022 ?
Oui, non. C'est ambitieux. C'est ambitieux, mais à la fois c'est ambitieux, mais tout le monde a notion de la limite dans laquelle on est quand même. Tout le monde a cette limite. Ouais. Et oui, peut-être qu'un jour on va se dire, ce qui est extrêmement important, je trouve, c'est-à-dire il y a un chemin. Et c'est ça, moi, que j'ai trouvé quand même en lisant ce qui est proposé, c'est-à-dire il y a un chemin, il y a une logique, il y a un coin à mettre dans la réalité pour changer radicalement les paradigmes et passer à autre chose. Et que ça, si les gens se disent il y a une solution, c'est déjà absolument énorme. Parce que là, ce que nous vendent en gros les politiques aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de solution. On est néolibéral ou on est mort. Parce que concurrence internationale, parce que ceci, parce que cela, et que c'est vrai que cette idée d'un peuple qui reprendrait possession de ses outils de production, là on est chez Frio, qui en devrait peut-être vraiment propriétaire, même il faut peut-être aller au bout des choses, et propriétaire des réseaux, et propriétaire de tout ce qui lui permet de vivre, ça c'est une idée qui paraît totalement incongrue aujourd'hui, et vraiment on nous raconte au quotidien que ça c'est une utopie complètement folle. Alors, ce qui est intéressant dans les réflexions qui sont menées, c'est de se dire, au-delà de la question de la propriété, est-ce qu'on ne peut pas envisager juste la question de l'usage et de la gestion des outils ? Parce que typiquement, on peut... ça a été évoqué, donc c'est évoqué dans le bouquin, là, justement, sur comment la question coopérative pourrait peut-être répondre à cette question, parce que finalement, les gens qui ont des biens, si on leur enlève, ils vont faire la contre-révolution. Ça paraît presque évident. Surtout qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui ont des biens. Donc, par contre, de se dire, on les met en commun, pendant le temps qu'on a, là, on a jusqu'à 2030 pour faire moins 50 de nos énergies fossiles, et puis en 2050, il faudrait être à la neutralité carbone et machin. Pendant tout ce laps de temps au moins, puis après on verra comment on fait, mais est-ce qu'on ne peut pas mettre nos biens, vous avez des parts sociales, au lieu d'être propriétaire de vos bâtiments que vous avez, parce que les propriétaires à Saint-Étienne par exemple, il y a plein de propriétaires de gens qui ont des immeubles, qui logent des gens dans des conditions catastrophiques, mais en fait ils n'ont pas les sous pour rénover les bâtiments. Donc ça c'est des financements publics qui les rénovent. Alors rénover des bâtiments pour qu'ils prennent de la valeur et que les loyers montent, et que finalement les gens qui y habitent aujourd'hui ne peuvent plus y habiter et qui partent ailleurs, ça c'est aussi, on sait que ça se fait, ça marche, et c'est ça qu'il ne faut pas faire. Donc là, l'idée de se dire, vous avez un immeuble, vous êtes propriétaire et vous n'avez pas les moyens de le mettre en état. Si vous acceptez que la valeur de l'immeuble soit transformée en part sociale, vous gardez vos parts sociales. La gestion par contre de l'immeuble, on la met en commun et on va le gérer aussi avec les habitants. Et ensemble, on va travailler avec des artisans conventionnés pour remettre ces bâtiments en état. Quelque part, ils y sont pas. Alors, il faut par contre être très clair, ils ne vont pas avoir de la plus-value. Ça va falloir cadrer très fort pour qu'ils n'aient pas cette ambition. On ne leur laisse pas penser que c'est pour gagner des sous, mais c'est au moins pour préserver ce qu'ils ont. Parce qu'il y a plein de gens qui risquent de perdre ce qu'ils ont. Enfin, là, dans la situation telle qu'elle se profile, voilà. Bon, voilà, il y a des... En fait, c'est ça, je trouve que l'intelligence humaine, elle est capable de faire des tas de choses. Il y a des tas d'expériences qui existent. Il suffit de les mettre en système à grande échelle. Ça, c'est le grand truc avec lequel Frio, on se retrouvait bien. C'est que pour lui, les alternatives, c'est bien, mais il faut que ça soit à l'échelle macroéconomique. Il faut réfléchir à l'échelle macroéconomique. On n'a pas l'habitude. Dans les gens qui font des alternatives, ils réfléchissent plus à des échelles micro. Et là, il faut le penser macro. Voilà. Et dès qu'on le pense comme ça, on peut se projeter dans des trucs qui ont du sens qui peuvent prendre du sens en tout cas. Il faut arriver à lier le micro et le macro. Par contre, mais là, oui, en fait, du coup, c'était ça. Le lien entre les deux. Le lien que j'avais fait, c'est que c'est dans le micro qu'on a toutes les expériences. Elles existent. L'intelligence humaine s'est déjà mise au travail depuis des décennies, et puis même avant. Enfin, donc, elle s'est jamais arrêtée. Et donc, il faut aller piocher sur ce qui existe. Et il faut prendre le meilleur. Voilà, on va mettre le meilleur de l'humain au pouvoir. Bon, c'est très utopique comme phrase. Oui, je disais donc ce qui est écrit sur le logement. Donc d'adapter les logements aux besoins, au nombre d'enfants, etc. etc. Comment vous voyez ça ? Ça me paraît compliqué dans la mise en œuvre, ça, par exemple. On a un vrai problème avec le logement, c'est que sur la question énergétique. Alors, parce que typiquement, le logement, ça touche les individus. Là, on n'est pas sur les industries et les machins. Donc là, l'économie qu'on peut faire en termes énergétiques sur le logement, c'est bien, ça touche les individus. Alors après, ce qui est pas des individus, c'est un grand plan de rénovation thermique des bâtiments. Mais si la rénovation thermique se fait au profit des propriétaires, ça pose un vrai problème. On revient à la question de tout à l'heure.
Alors effectivement, comment on va y arriver? Il va falloir mettre les gens autour de la table et puis dire voilà la situation. Qui a aujourd'hui les sous pour faire la rénovation thermique dont on parle? On va être vite limité quand on voit la Roux-Turou qui fait la grève de la faim pour avoir 80 milliards en Europe, alors qu'il dit lui-même qu'il faut 1000 milliards d'euros pour pouvoir mettre en place une transition écologique, notamment sur la question thermique des bâtiments. Voilà, on voit bien que ça ne bouge pas, les sous ils ne vont pas tomber comme ça tout seuls. Et donc c'est aussi nous, ensemble, mais peut-être les propriétaires et les habitants, avec les associations. Comment on réfléchit on va devoir tous faire face à un problème qui paraît énorme, c'est-à-dire la neutralité carbone. Si on la pose comme ça, tout le monde dit moi j'ai pas aucun intérêt à ce truc-là, évidemment, on a tout à y perdre a priori. Voilà. Et par contre, si on se met à bosser ensemble pour voir comment on y répond le mieux possible et qu'on arrive à descendre progressivement notre consommation énergétique, comme dans tous les jeux qu'on fait dans nos jeux de société, il y a toujours un défi, et c'est les défis qui font qu'on joue, quoi, voilà. Et là, il y a un défi, si collectivement on est capable d'essayer de le relever sans qu'il y en ait qui en profitent et qui écrabouillent les autres, peut-être ça peut mobiliser, mais bon, on est encore dans des peut-être. C'est pas... Oui, on luttera contre des dominants, quoi qu'il arrive. Et puis alors là, si ça marche bien, les dominants, on va les voir, parce que tant que ça ne marchera pas, ils nous laisseront tranquilles. Si ça commence à prendre du macroéconomique, comme je disais tout à l'heure, là, on va les voir. Mais bon, voilà. Oui, on a énormément de mal à lutter contre ça, toujours, en fait. C'est vraiment le grand défi. Et quelle que soit la base idéologique qui tienne une société, on a toujours le même problème. Et tu parlais tout à l'heure de la mauvaise expérience de l'ex-URSS, mais enfin, c'est pareil. Sur des systèmes communistes au départ, ça a quand même fini par une oligarchie extrêmement puissante qui se comporte exactement comme des libéraux qu'on a retrouvés aux États-Unis en 29. C'est toujours le même problème. C'est qu'il y a des gens qui reprennent le pouvoir et où ça va très très mal, c'est quand les barbares les accompagnent et on sent bien que là aussi ils rôdent. Ils sont pas loin, ils attendent leur heure, mais on les voit arriver là. Ils sont même pas discrets. Et alors, c'est magnifique cette idée d'aider, de permettre, je ne sais pas comment on peut dire, à un peuple à reprendre conscience de lui, reprendre conscience de ses enjeux, de ses risques, et de le lier aux conséquences qui sont en train d'arriver, lui dire, bon voilà, maintenant, tu es responsable de ça aussi, quoi. Concrètement, c'est quelles institutions qu'on peut mettre en place? Comment ça se passerait? Tu dis, il y a des espèces de collégial, enfin les gens viennent se voir, discutent, etc. On a l'impression qu'il y a une montagne à mettre en place, tellement on est égoïste, tellement on est tourné sur soi, tellement on s'intéresse très très peu au commun. On a vraiment, enfin ma génération par exemple, n'a absolument pas appris ça, évidemment. Peut-être qu'en 20 ans, une génération peut naître et puis être éduquée et puis changer complètement la donne. Si on avait 20 ans, ce qui n'est pas une certitude, c'est là que ça paraît absolument énorme. C'est merveilleux et énorme en même temps. D'un autre côté, mettre en place des cadres, ça c'est ce qui peut être fait par un État. L'État, il n'a pas la main en fait sur l'économie. Ils nous font, l'économie, elle lui échappe, sauf par tout ce qui est des services publics, mais comme ils ont tout fait pour les écrabouiller, donc l'État, par contre, il peut mettre des cadres en place. Et les gens dans des cadres, en fait, les gens, ils n'aiment pas la démocratie participative. Souvent, ça ne marche pas parce qu'au bout du compte, j'ai l'impression qu'il y a des réunions où on papote et au bout du compte, ils n'ont pas les moyens de ce qu'ils pourraient faire, quoi. Donc là, c'est de se donner les moyens. Donc on arrive à un moment où il y a la question des moyens. La Sécu, ça a marché parce qu'il y avait la loi, elle a mis quoi en place? Elle a mis en place les cotisations sociales avec une manne venue du travail. Et c'est comme ça qu'ils ont quand même réussi à le négocier avec le patronat qui avait a priori pas intérêt à faire ça. Mais c'est nous, travailleurs, puis à l'époque la CGT avait un rapport de force que nous n'avons pas aujourd'hui, enfin la CGT ou les syndicats en général. Mais alors, de fait, on ne l'a pas aujourd'hui, ce rapport de force. Mais n'empêche que les caisses de sécurité sociale en 1946, elles se sont construites, ils ont fait ça avec des briques et des brocs, mais ça s'est fait de partout en l'espace de peu de temps, et ça fait partie des victoires d'Ambroise Croizat et de la capacité qu'il a pu avoir à mettre son truc en place sans être bloqué en plein milieu. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose? Là, le contexte n'est pas le même, donc forcément ça ne peut pas être la même chose. Donc là, il va falloir être plus volontariste sur le cadre, mais des choses qu'on a appris par contre
dans les décennies qui viennent de passer, notamment sur les questions de gouvernance partagée, de capacité à mettre l'intelligence collective en marche. En marche, je oui, ça faut éviter ça. C'est on ne dit plus maintenant en action, en mouvement. Voilà, on a des méthodes, et c'est des méthodes, en fait, quand je dis cadre, méthode, institution, on est dans ces choses-là qu'il faut, parce que c'est là où les gens s'épanouissent. C'est un peu comme un dessinateur, des fois il se met des limites, des contraintes pour pouvoir, les artistes aiment bien des fois se mettre des contraintes pour pouvoir aller plus loin dans leur créativité. Je pense que, alors c'est pas que des contraintes, c'est des cadres qui aident aussi. Claire, quand tu vois la difficulté qu'ont eu les Gilets jaunes à tenter quelque chose qui a un peu avorté, enfin n'est pas arrivé complètement au bout, quand on voit les difficultés d'Extinction Rébellion à exister vraiment, à trouver des solutions, quand on voit comme la résistance des gens, ces grèves qui ne prennent jamais vraiment, qui vont pas au bout, tu crois que le monde, enfin notre monde, notre pays au moins, est prêt à franchir ce pas, ou est-ce qu'il est encore extrêmement peureux, timide? Déjà, je pense qu'il est de plus en plus prêt, parce que quand on voit les gilets jaunes et tout ça, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'y avait pas eu d'aussi forte mobilisation aussi longtemps, aussi de la part de gens aussi divers finalement. Donc je pense que le monde est quand même assez prêt. Et puis justement, le fait de proposer quelque chose qui est radicalement différent, à mon avis, c'est une certaine force dans la mesure où on a presque la garantie que ça va être ça va donner des résultats différents, puisque c'est différent fondamentalement de ce qu'on a connu, en tout cas jusqu'à présent. Donc il y a des citations qui disent si vous voulez avoir un résultat différent, faites les choses différemment, ou quelque chose comme ça. Moi je pense que c'est ce qu'il faut faire, et donc du coup je pense que les gens ils en ont marre du système dans lequel on est, et du système qu'on voit qui n'évolue pas malgré les changements de président, de ce qu'on a pu voir. Et donc du coup je pense que oui ils sont, les gens sont prêts. Ce serait le bon moment. Ouais. Ce serait le bon moment. J'ai un vrai doute, c'est une vraie question ouverte. Je me demande, en fait. J'ai l'impression que curieusement le système tient très très bien encore. Le système est très puissant, il est très résilient. Alors ça, même Pablo Servigne dit on a peut-être un peu sous-estimé la capacité de résilience du système dont on pensait qu'il allait s'écrouler. Et qu'effectivement, le risque, c'est que les écosystèmes vivants s'écroulent avant. Ça, c'est le risque dans lequel on est. Après, des poussées comme il y a pu y avoir déclenchées par le phénomène Greta Thunberg. On sent bien qu'il y a. Puis alors, dans la jeune génération, les jeunes disent mais si nous on le fait pas, personne ne le fera. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et ne pourra plus le faire. En fait, ça peut être la dernière génération. Voilà. Oui. Et donc. Il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on y va. Alors par contre, après, ce qui est sur les gilets jaunes, là où ça a buté, c'est quoi la perspective, quoi ? Décrocher Macron, et voilà, on peut symboliser le décrochage de Macron, mais n'empêche que c'est pas parce qu'on enlève Macron que ça résout le problème. Et je pense que ça, c'est les perspectives concrètes pour changer la donne, quoi. Pour faire autrement, pour se nourrir autrement, pour répondre autrement à nos besoins. Les gens sont en colère et le manifestent, par contre, ils voient pas où aller. C'est pour ça que ça débouche pas. C'est ça la raison. Et c'est là où les Zemmour et machin, ils surfent, quoi. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a pas de. Il faudra à tout prix arriver à installer un espoir, en fait, une solution, quelque chose qui dit ça peut fonctionner vraiment, et il faut le défendre. C'est ça qui manque. Je l'entends, ça. Et voilà, c'est justement, moi qui fais partie entre guillemets de la jeune génération, je vois ce projet, comme un espoir, un renouveau, si on peut dire ça. De toute façon, on n'a plus le choix.
personnellement, je vis vraiment la situation comme l'écologie ou la mort, quoi. Entre guillemets, il y a un livre qui vient de sortir avec une militante qui s'appelle Camille Etienne et qui s'appelle comme ça, l'écologie ou la mort. Et pour moi, c'est ça en fait. On n'a pas le choix, on va mourir. On va mourir. La planète va mourir, les générations futures vont mourir si on fait rien. Et donc du coup, ce projet, ça me paraît un peu comme un phare dans la nuit, entre guillemets. Voilà. J'entends. Simplement, j'ai l'impression que pour le moment, ce système néolibéral, qui est quand même le système de rapport au monde absolument dominant sur toute la planète, on a l'impression qu'il ira jusqu'à la mort. Mais il n'a pas du tout l'intention de s'infléchir. Mais pas du tout. Macron n'a en aucun cas infléchi cette poussée libérale. Au contraire, il la défend, il y croit, et tous ne croient qu'à ça. Et il se gauze de toutes nos utopies, de tous nos espoirs, c'est juste ridicule. Et on a l'impression que ça ne peut s'arrêter que parce que mécaniquement, ça va s'arrêter. Mais avant, il n'y a pas d'espoir. Et c'est là que je trouve que c'est très très difficile d'arriver à trouver un chemin, un coin. Et c'est quand même ce projet, je ne sais pas comment vous appelez ça, ce projet quand même est quand même une ouverture. On dit tiens, il y a quand même des gens qui proposent quelque chose qui semble enfermer un espoir, vraiment, quelque chose de nouveau. Et qu'on peut s'approprier, qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait un super héros qui mette ça en place, quoi. Voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est important parce que je pense que du coup, ça donne une perspective à la fois politique, parce que il n'y a pas de problème. On est en train de voir comment on va le discuter avec les responsables politiques locaux et jusqu'aux nationaux. C'est qui les nationaux qui discutent de ça? Là, on a une bonne accroche avec Charlotte Marchandise, qui est une des candidates de la primaire populaire, qui dit moi je suis prêt à le mettre en avant, ce projet. Voilà. Donc on va bosser ensemble, on va voir comment et l'idée c'est aussi d'aller chercher tous, que ce soit Jadot, Mélenchon. Déjà, si on a Jadot et Mélenchon, c'est ça manque le juge. Enfin, ils ne se supportent pas quand même. Ils ne se supportent pas quand même. Alors, ils ne se supportent pas, mais en fait, on arrive à travailler, tous dans nos boulots, un jour ou l'autre, on a travaillé des fois pendant des années avec des gens qui potentiellement ne sont pas des potes et avec qui on n'a pas vraiment envie d'aller prendre une bière en sortant. Bon. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de travailler ensemble. Alors, il y a des gens avec qui vraiment on est... Bon. Est-ce que c'est vraiment personnellement qu'ils ont des blocages? Peut-être, peut-être pas. Ils ont des ambitions différentes. Après, si on dit on forme un gouvernement ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, le président... Alors tous ils disent oui, mais c'est la Ve République, il faut bien un président. Oui, il va falloir un président. Mais si c'est un président qui est un garant de cadre, et pas un président qui est un tout-puissant qui décide le Premier ministre et qui, après le Premier ministre, décide du gouvernement et à la méthode Macron qui va décider de la politique, mais en fait, la Ve République ne nous oblige pas à ça. Elle peut très bien, il suffit de respecter les règles et de faire juste le minimum qui est obligatoire, et on peut inventer autre chose. Franchement, il y a des gens dans la France insoumise, alors, typiquement Clémentine Autain, Ruffin, qui même pour l'instant n'a pas donné son accord, son soutien officiel à Mélenchon. Il y a des tas de gens qui disent faut qu'on aille regarder du côté de l'Union. On n'a pas le choix, en fait, c'est ce qu'on dit. La question, c'est qu'on n'a pas le choix. Donc à un moment, quand on n'a pas le choix, on peut se mettre autour d'une table et puis dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Mais Mélenchon, la France insoumise, propose quand même une 6e République avec une gouvernance partagée. Cette idée quand même commence à exister. Ça, Mélenchon le dit. Il ne dit pas qu'il serait les 5 ou 6 autres que lui. Ça, je ne sais pas s'il l'a dit, mais c'est là que ça se joue, effectivement. Oui, mais alors pour l'instant, c'est chacun dans son bastion. Et on voudrait qu'il y ait un bastion qui gagne sur les autres. Et ce que nous, on défend, c'est qu'on ne va pas s'en sortir. Mais de toute façon, on ne s'en sortira pas sur nos territoires si on fait des instances de démocratie participative concrètes, réelles, pour gérer la Sécu. On va avoir des divergents. Quand on dit, typiquement dans le programme de Mélenchon, on veut une démocratie plus parlementaire. Ça veut dire quoi, une démocratie parlementaire? Ça veut dire comme en Allemagne, ils mettent des mois à se mettre d'accord parce qu'il faut qu'ils négocient ensemble le projet qu'ils vont mettre au niveau du gouvernement. Alors c'est bien, c'est pas bien, tout se discute, mais la démocratie, c'est ça que ça veut dire. Ça veut bien dire qu'on est bien obligé de travailler avec des points de vue qui ne sont pas totalement convergents sur tout.
Alors en plus, tous ceux qui ont étudié, et là Dieu sait qu'il y a du monde qui étudie les programmes, dans tous ceux qui veulent l'union, là, ils disent qu'il y a au moins 80% de ce que vous dites qui est la même chose. Après, il y a 20%, c'est pas facile de les mettre en accord, on est d'accord. Il y a réellement des divergences, mais est-ce que ces divergences sont aussi fondamentales que pour interdire qu'on fasse quelque chose et de laisser la main à Macron ou à Zemmour? Assurément, ça ne paraît pas raisonnable. Je pense que pour l'instant, Mélenchon comme Jadot, ils attendent toujours de crever les sondages pour passer en tête. Seulement là, on ne voit pas bien les... Voilà, alors c'est reporté à plus loin, machin. Bon, et à un moment, il faut leur dire, il y a des gens en plus, il n'y a pas qu'eux, et voilà, il y a du monde qui attend et qui commence à dire, et ça en 2017, pour moi, avoir été avec Mélenchon au départ, après avoir réclamé l'union, parce que j'ai cru vraiment qu'Hamon et Mélenchon allaient faire une union un mois avant les élections, puis je me suis dit, là, ils vont jouer une carte, bon, voilà, ils ne l'ont pas fait, ça m'a foutu en colère. Et après, je me suis dit, mais en fait, on n'est pas du tout... on est tous là, un peu bêtement, à attendre que ça vienne d'eux. Et du coup, ils vont prendre un café dans un bar, la décision qu'ils vont prendre là dans le bar, ça engage tout le monde. Et on est tous là, bébêtes. Et bien là, vraiment, il se passe des choses très différentes, bien en amont. C'est-à-dire que ça fait déjà un moment qu'il y a du monde qui travaille sur comment on peut faire ensemble. Y compris Clémentine Autain qui, dès 2017, avec son Bing Bang, a commencé à penser comment on allait bosser pour éviter que ça se reproduise comme en 2017. Bon, là, voilà. Mais ça veut dire que tous ces gens-là, ils l'ont dans la tête. Alors après, voilà, chacun essaye de trouver la bonne méthode. C'est vrai qu'on n'a pas envie de s'allier avec des gens qui ont un discours quasiment néolibéral, alors qu'on sait qu'il faut qu'on sorte de ce système-là. Mais dans les Verts, ils ne sont pas tous comme ça. Enfin, je veux dire, bon voilà, donc... on a bien vu, hein, ça s'est joué à rien, la primaire des Verts. Hein. Et puis moi, j'ai entendu Jadot. Là où j'ai commencé à vraiment, moi, devenir sur le versant anticapitaliste, c'est avec les accords de libre-échange, ou TAFTA et tout ça, où là, j'ai dit, ah non, mais on en est là. Oui, les multinationales sont capables de faire des lois elles-mêmes, supranationales, et mettre les États à être obligés de fabriquer des tribunaux d'arbitrage qui nous coûtent, si par malheur on modifie la règle du jeu, ça nous coûte des sommes... Si ça, c'est pas la remise en cause du capitalisme. Et Jadot a eu, à cette période-là, des discours totalement poignants. Voilà. Donc il le sait tout ça. Voilà. Après il y a des questions de posture politique pour essayer de ne pas faire peur à ici, essayer de machin. Mais c'est des stratégies politiques, ils essayent de capter un électorat ci, un électorat ça. Est-ce que pour autant on ne serait pas capable de se mettre ensemble pour voir comment on fait pour gérer la planète là? Moi je pense que c'est jouable. Hein. Je pense que de toute façon ça ne sera jouable que si on arrive à une limite. Presque, j'espère que la limite écologique et la limite des matières premières va nous mettre face à des situations. Parce qu'en fait, l'humain, il est comme ça. Si on n'est pas le nez contre le machin, on préfère continuer comme avant. Claire, en 2017, on a compris plein de choses. Et malgré tout, on se retrouve ici en 2022. Et tout ce qu'on a compris, on n'en a pas pour le moment. Il reste 6 mois à peu près. Hein. Mais enfin, ça n'a pas suivi d'effets massifs encore. Est-ce que pour cette fois-ci encore ça va pas fonctionner, mais par contre là on n'est pas loin de penser que la prochaine fois c'est la bonne, ou comment tu vois ça toi? Parce qu'on n'a pas réussi là en 5 ans, on avait bien compris en 2017 tout ça, on le savait tous, et bon on n'a pas fait mieux, et on a l'impression qu'on s'achemine quand même vraiment vers un dito, hein, enfin il me semble. Comme Vincent le dit, je crois que si on n'a pas le nez dedans, et il y aura, enfin surtout les politiques en tout cas, et à mon avis ils vont pas faire en sorte de faire les choses différemment. Donc c'est pour ça aussi que ce projet c'est une proposition voilà qui encore une fois est différente de tout ce qu'on a connu avant, et donc les politiques qui voudront bien pas forcément prendre toutes les idées du projet, mais en tout cas une partie, je pense que ça montrera une certaine position de renouveau, de volonté de faire les choses différemment, et ça peut justement que contribuer à un certain renouveau politique aussi, je veux dire, au sens où quand on voit Mélenchon qui veut
qui veut attirer les abstentionnistes pour gagner, et ben justement, ça c'est, je pense que des projets comme celui-ci qui apportent des propositions totalement inédites peuvent jouer dans la balance pour que les gens retournent voter et s'inscrivent sur les listes électorales et tout ça. L'abstentionnisme, c'est évident pour 2007. On se dit c'est une catastrophe, mais 5 ans après, on risque de faire pareil. Et dans les dernières élections européennes, tout ça, enfin, les gens ont vraiment compris que ça ne sert plus à rien. Que de toute façon, le système est tel qu'il est fait, de toute façon, conduira toujours exactement à la même réponse. Il y a, alors de l'intérieur, tous les deux, vous sentez des frémissements, ce projet-là, il se promène vraiment un peu partout, il fait son chemin, tu as des retours, enfin vous avez des retours... Moi, typiquement, le fait que Charlotte Marchandise, alors qui n'est pas dans les grands partis, mais on est bien dans toute cette mouvance de gens qui disent « faut pas qu'on attende que les partis soient forcément... Il ne faut pas faire sans les partis, parce qu'ils sont là et voilà, et c'est important, mais on ne va pas attendre qu'ils nous mènent tout ça. » Et de dire un projet comme ça, porté par des citoyens qui sont y compris prêts à être dans ce gouvernement d'alliance où on bosse ensemble et on prend à bras-le-corps la situation telle qu'elle est, c'est une force qui est en train de... Il y a du frémissement, il y a des gens, et moi je vois bien, il y a des gens qui ouvrent des yeux comme ça, et puis après qui disent, on a fait une soirée l'autre fois, il y avait des gens qui étaient quand même un peu surpris, que la première fois qu'ils entendaient des trucs comme ça. Et il disait, non mais alors là, si on fait ça, c'est bingo, quoi. Enfin, voilà. Après, bon, ça retombe un peu, c'est sur le moment, il y a l'émotion, machin, de se dire, on a entendu quelque chose. Bon, les retours sont un petit peu comme ça. Mais pour l'instant, on a du mal, nous, à passer la chape de... les médias ne vont pas faire la une sur nos trucs. Bon. Ah oui, c'est clair, les médias mainstream, ils ne sont pas là pour ça, on sait pourquoi ils sont là. Tu prononçais un mot émotion qui me paraissait fort. Au moins pour des gens de ma génération que tu dois connaître assez bien, donc forcément il y avait quand même cette dimension politique du tribun, de l'émotion populaire, de cette envie de réunir des gens. Et c'est vrai que là on est quand même toujours dans des discours extrêmement lissés où il n'y a absolument plus rien qui soit émotionnel, il n'y a pas de fiction qui fait que les gens vont adhérer presque par amour, enfin par un espèce de truc de cet ordre-là. Là, on est toujours dans un discours extrêmement pragmatique, de dire bon, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on ne voit pas un leader, notamment, assez, je sais pas, assez humaniste dans ses mots, dans sa façon de se positionner, qui va rallier les foules. On n'a plus ça du tout. L'émotion a disparu du discours politique. Ce qu'on espère, c'est que ce projet, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait remplacer, c'est cette attente qu'on a tous d'un tribun qui nous fasse vibrer, avec un projet qui nous fasse vibrer. Si le projet il est porté par des gens, parce que voilà, Mélenchon a une aura forte pour un certain public. Jadot en a une pour un autre public. C'est possible. Oui. Et voilà. Et après, et chacun, et Charlotte Marchandise, et nous, les petits, des associations et des choses comme ça. Chacun, on a nos résonances avec un certain nombre de personnes. Voilà. Et quand tout ça se met à résonner ensemble sur un projet, en fait, moi, c'est ça qui me fait un peu espérer. C'est-à-dire que justement, on remplace l'image du tribun ou de la tribune. ça se fait pas bien, non, ça fait dire autre chose. Ouais. Bah oui, tu vois, on est bien dans un monde machiste. Voilà, là, ça serait remplacé. En fait, c'est ce qu'on veut. Alors évidemment, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant est très intellectuel, théorique, explication très désincarnée. Et ça marche pas. Voilà, ça prend pas. Donc là, nous, on vous remercie ce soir parce que justement là, on espère montrer qu'il y a quelque chose qui peut être vibrant dans ça. Voilà. C'est un projet qui peut être vibrant. Quoi, voilà. C'est le vibrant qui manque, je crois vraiment. On n'arrive pas à fabriquer une fiction, une histoire, à se raconter entre nous une histoire en disant celle-ci, elle est vraiment chouette, quoi. On a envie d'y croire. Ils n'ont pas envie de croire, donc il faut une histoire qui convainc. Donc on ne peut même pas faire des récits simplement qui emportent les esprits. Finalement, les gens y résistent quand même un peu. Et puis finalement, on a appris ça tout le temps, on nous a appris que ça.
On n'arrête pas de nous parler de PIB, de croissance. De toute façon, on est dans un système en déséquilibre permanent, vers l'avant. Donc de toute façon, si quelqu'un dit qu'il faut commencer à arrêter ça, parce que automatiquement, mécaniquement, ça s'effondre. Et les rêves humanistes, ils ont aussi... parce que les gens, ils disent, ouais, mais on ne peut pas que brasser des grandes idées, surtout si après on s'aperçoit qu'au fond, c'est pas ça qui se fait, quoi. Voilà. Et donc il y a une espèce de désillusion des grands rêves. Une grande désillusion. Par contre, la sécurité sociale de la santé, tout le monde y a goûté dans son meilleur. Et donc ça laisse des traces aussi. Voilà. Et ça fait partie. Et là, on n'est donc plus dans un récit d'un truc qui n'existe pas et qu'il faudrait qu'on lui mette de la lumière, de la couleur et de machin pour faire vibrer les gens. En fait, ça existe déjà, quoi. Ce qui pourrait faire vibrer, c'est le fait que c'est en train de être détruit à grands coups de hache, mais voilà. Et dire que non seulement on ne va pas défendre, et ça c'est un des grands trucs qu'on partage avec Bernard Friot, mais c'est pas, si on est tout le temps à défendre un acquis qui de toute façon se fait sabrer, on est tout le temps perdant. Donc la vibration, elle est dans le mauvais sens. Ce que disait, c'est pas un acquis, c'est un conquis. Voilà. Et là, il faut être dans une perspective de il faut qu'on conquiert autre chose. Quoi. Absolument. C'est là où on est gagnant. Quoi. Bon, voilà. Après, on joue le tout pour le tout là-dessus. De toute façon, comme dirait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Il y a eu des discours très vibrants, moi, à Alternatiba, des tribunes avec la jeune génération. Ils disent, on est la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. Oui. Moi, vieux que je suis, moi, quand j'avais leur âge, j'avais des vibrations, mais qui étaient plus tranquilles. On rêvait d'un monde meilleur. On défendait Mitterrand, j'imagine. Voilà, non, mais ouais. C'était pas... non, mais là, c'est profond, quoi. Voilà, c'est profond. L'enjeu est vertigineux, de toute façon. Et je pense que la force l'une des forces de ce projet, c'est justement de s'appuyer sur quelque chose qui existe déjà. C'est-à-dire que à la fois, on fait quelque chose de vraiment nouveau par rapport à ce qui existe déjà, mais en même temps, on s'appuie sur la sécurité sociale de la santé qui existe déjà et que les gens connaissent quand même assez bien. Enfin, ils savent ce que ça leur apporte en tout cas. Ils savent que dans de nombreux pays, on nous envie ce système-là de santé et voilà. Et donc du coup, je pense le fait déjà de parler de sécurité sociale, ça a une image, je pense, assez positive envers les gens parce que malgré tout, ils voient à peu près qu'est-ce que ça pourrait renvoyer. Donc c'est pas totalement un saut vers l'inconnu non plus. Et puis quand on parle d'écologie, ça fait peur. Et de parler en même temps d'écologie et de sécurité sociale, protection sociale, en fait c'est le seul moyen qu'on a de parler d'écologie intelligemment, parce que sinon... Oui. Mais je trouve ça intelligent, en fait. Le chemin est intelligent. C'est une façon de mettre un coin comme ça dans cette nébuleuse qui semble tellement impossible à attraper. On ne sait plus par quel bout on peut attraper ce monstre qui est en train d'arriver. Là, effectivement, il y a vraiment une proposition massive en disant on va passer par là, on va rentrer dedans et on va faire quelque chose ensemble. Il faudra sans doute le défendre, mais là, on va le défendre. Après, parce que le rapport de force, du coup, c'est dans le sens inverse de ce qu'il y a eu à d'autres moments, mais... Le rapport de force, il se fera peut-être si on a réussi à mettre en place des choses. Les gens, ils le défendront. Parce que si c'est quelque chose qui leur apporte du bon, là, je pense que les gens, ils sont en capacité de dire non, vous n'allez pas nous le reprendre. Là, les choses vont trop mal. Moi, c'est un peu mon pari à moi. C'est de dire, là, on n'a pas le rapport de force qui va imposer ça. Donc, il va falloir trouver des moyens pour le faire passer autrement que par la force de la rue ou la force de l'envie collective. Par contre, cette envie collective, elle peut venir, je pense qu'on peut la réveiller. Ouais. On a un peu le sentiment que si on veut arriver à combattre cette économie absolue, donc c'est Lordon qui parle de ça, qui dit on peut avoir un petit bout, enfin il peut y avoir une partie des choses qui soit de l'ordre de l'économie libérale et une autre qui soit de l'ordre de l'économie des communs. Est-ce qu'il faudrait aller jusqu'à une monnaie spéciale qui soit parfaitement encadré avec des missions très précises et des réseaux bien identifiés pour arriver justement à imposer ça? Alors, sur la question des moyens financiers, alors assurément la sécurité sociale, c'est les cotisations qui lui ont permis d'exister, avec ce qui représente une masse monétaire quand même assez considérable. Donc on ne parle du tout de la Sécu, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à l'ensemble du budget.
il va faire, si on veut développer au-delà de la santé, l'alimentation, le logement, le droit au transport le plus non impactant au niveau écologique, la formation, le travail, les revenus, enfin, et la culture, parce que la culture est un droit qu'il faut absolument, alors pas pour le coup quand on parlait du vivant et du beau et tout ça, enfin voilà, le beau fait partie de l'essentiel, voilà, et donc faut qu'on maintienne ça et qu'on fasse vivre ça. Il va falloir des sous. Alors, ça, c'est sûr que là, on bute sur cette vraie question, c'est la question économique. Aujourd'hui, tout le monde, même dans ceux qui font des alternatives sympas, ils ont la corde au cou parce que si le budget n'est pas bouclé comme il faut à la fin de l'année, c'est danger maximum. Et donc, comment on peut, au-delà d'une augmentation et ajustement des cotisations sociales, les cotisations sociales sont accrochées au salaire parce que ça avait complètement du sens en 1946. Aujourd'hui, il y a des tas de gens, des investisseurs, des gens qui ont des grosses entreprises, ils font des sous, pas forcément avec le travail humain, en tout cas pas forcément le travail humain ici, et pas avec des salariés, mais avec la sous-traitance. Et donc là, il faut recaler les cotisations sur l'ensemble de la valeur ajoutée, donc de tout ce que, une fois qu'on a payé toutes les achats de matières premières, les frais généraux de fonctionnement, sans compter les salaires, ça c'est la valeur ajoutée, et donc c'est là-dessus qu'il faudrait caler la cotise. Bon, là c'est le côté cotise, il y a des choses à réfléchir sur la cotisation. Mais, toute évidence, ça ne peut pas suffire. Et là, il y a alors là, on est toujours sur les choses qui existent déjà. En Suisse, alors non pas que les Suisses soient mais ils ne sont pas des maîtres de rupture avec le capitalisme, mais il y a une tradition suisse qui est une tradition coopérative et une tradition, alors pour le coup, d'auto-organisation à l'échelle de leur fédération. Ils sont très faits. Alors au niveau démocratique, c'est quand même, ils ont pas mal de leçons. On pourrait prendre des leçons chez eux en termes de démocratie, rien que sur ce domaine-là, sur le côté fédéral. Et sur le côté, il y a un problème, on va y répondre. Et donc en 1929, avec la crise de 29, pendant quelques années, le franc suisse, même avec les réserves que la Suisse pouvait avoir, ça les a touchés aussi. Et là, les PME suisses ont pris un truc qui existait ailleurs, parce que c'est pas nouveau, c'est l'histoire de troc inter-entreprises, et ont mis ça en place, mais à grande échelle. Les Suisses sont capables de faire ça. Aujourd'hui, il y a 60 000 PME suisses qui continuent à fonctionner avec le système qui a été mis en 1934 en place, qui est sur la base de, même si tu n'as pas de sous, tu n'as pas, alors nous des euros, là c'est des francs suisses, tu peux dire, moi j'ai besoin d'une maison pour faire ma ferme, j'ai besoin de ma grange, j'ai pas de sous. Je fais travailler, donc je fais appel dans le réseau des gens conventionnés, je fais appel pour que des gens viennent me construire ma grange. Ces gens-là vont travailler, au lieu d'avoir des euros sur la table, ils vont avoir leur compte qui va être crédité en positif, mais c'est un compte abstrait, mais leur compte va être crédité en positif pour ceux qui travaillent, et celui qui en bénéficie va avoir son compte en négatif. Mais ils sont dans le même réseau, de coopération, et ils savent très bien que demain, les produits du producteur, c'est ça dont vont avoir besoin là. Et ils ont fait ça à l'échelle de la Suisse. C'est-à-dire parce que quand tu fais ça à l'échelle microéconomique, là encore, tu arrives vite à des limites parce que tu ne peux pas répondre à tous tes besoins avec les quelques entreprises du coin. Eux, ils ont organisé ça à l'échelle de la Suisse. Et ils ont très bien fait ça, et ça fonctionne toujours, et ils sont passés à travers la guerre les années 45 et les années 40 n'ont pas dû être très faciles non plus au niveau économique, et là, le vir suisse est un moyen d'échange, c'est de la monnaie complémentaire, non convertible en francs suisses, mais qui sert à faire fonctionner l'économie en économie coopérative, c'est-à-dire les uns avec les autres. Voilà. Sans en remettre en cause le capitalisme pour leur part. Après, cette chose-là, à l'échelle où ça a été mis en place en Suisse, peut largement nous donner des idées sur qu'est-ce qu'on pourrait développer au-delà des cotisations à l'échelle de la sécurité sociale et écologique universelle. Si on arrive à faire un réseau, alors comme on veut répondre à l'ensemble des besoins, que ce soit le logement, l'alimentation, donc tout ce qui est de l'agriculture, de la distribution, des artisans pour remettre les bâtiments en état, le transport, donc ça veut dire fabriquer aussi donc c'est aussi de l'industrie, de la petite industrie, il va falloir réfléchir à toutes ces choses-là, comment on arrive à faire de l'industrie nécessaire et le moins impactant au niveau écologique. Mais là, on finit par avoir un réseau économique
qui peut répondre finalement aux besoins essentiels de quasiment tout le monde. Alors il y aura toujours des termes en énergie, en termes de ressources, ça c'est des vraies questions qu'il faudra. Il y a quand même les cotisations qui sont des apports en euros tant que l'économie libérale fonctionne. Et puis on peut fonctionner, tout ce qu'on peut faire en interne entre les acteurs de ce réseau conventionné qu'il faut faire grandir, parce que si on veut répondre à l'ensemble des besoins des gens, ça veut dire que c'est pas on est dans le macroéconomique. On peut tout à fait imaginer qu'il y ait une monnaie du type vir suisse qui fonctionne, qu'on pourrait appeler barter sécu, parce que c'est des barters, ça va être troc en anglais, qui puisse fonctionner à l'échelle de ce réseau-là. Et là, ça fait un complément qui peut être un petit complément au début quand le réseau grossit et qu'il a besoin d'euros parce qu'on ne trouve pas tout dans le réseau, mais qui peut devenir carrément une grosse part des échanges, surtout avec tout l'intérêt qu'on a à relocaliser notre économie. Donc ça, c'est un exemple qui peut totalement être repris. Il faut l'aménager, il faut le penser, il faut le réfléchir. C'est pas le sujet qui emballe. Alors là, quand on parlait de vibration, c'est pas le sujet qui fait vibrer le plus, à part les Suisses. Voilà, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de truc. Alors, on n'aime pas trop. En plus, à gauche, on n'aime pas trop parler des sous. Voilà, bon. Mais n'empêche que il y a de plus en plus de gens qui bossent et on a eu l'appui dans nos travaux là, de gens qui sont du réseau Attac et tout ça et qui travaillent sur ces questions monétaires. Et il y a au niveau de l'Europe tout un mouvement là, d'économistes qui disent mais aujourd'hui la Banque Centrale Européenne qui a récupéré tous les pouvoirs des banques centrales, il y a le Giraud, l'Institut Rousseau avec Nicolas Dufresne, mais aussi Alain Grandjean qui est un proche de Nicolas Hulot. C'est des gens qui ont bossé sur ces possibilités de création monétaire sans dette en disant mais de toute façon là, en ce moment qu'est-ce qu'on est en train de faire? La BCE elle crée des milliards. D'abord en 2008 ça a été uniquement pour les banques et personne ne les a vus ces milliards. Ils ont été dans la poche parce qu'ils ont continué à distribuer des dividendes. Voilà. Et ils avaient des milliards qui leur ont été donnés. Les euros c'était à taux négatif, ça veut dire qu'on leur donnait des sous pour prendre des euros. Enfin voilà, donc les banques. Donc on a fait de la création monétaire sans dette. Donc c'est possible, il n'y a rien qui ne l'interdit. En fait les humains, la monnaie c'est un outil qui nous appartient et c'est pas Dieu qui l'a mis en place. Il n'y a pas Dieu ou pas Dieu, peu importe, je m'en fous. Mais enfin, en tout cas, ça vient pas d'ailleurs, ça vient bien de nous. Ça vient bien de nous. Donc, comme ça vient de nous, on peut donner des règles autres. Et là, on l'a fait. La preuve, c'est que le système lui-même l'a fait pour lui-même. Donc pourquoi on ne le ferait pas pour l'intérêt général et pour la lutte par rapport à la question? On se trimballe des dettes énormes et au nom de ces dettes énormes, on s'interdit de faire des investissements alors que tout le monde sait qu'il faudrait faire des investissements énormes en termes... parce que si on ne veut pas mettre des éoliennes partout, et des panneaux solaires partout, si tant est que ça puisse répondre aux problèmes, que ça puisse produire autant que ce qu'on consomme aujourd'hui, il va falloir réduire beaucoup nos consommations. Et bien ça c'est tout un travail, ça va demander des investissements, ça va demander de l'invention, ça va demander des tas de choses, quoi. Voilà. Et bien là, il faut des sous. Ces sous, on pourrait très bien les créer plutôt que de se les faire sous forme de dette, où en plus les intérêts, on doit les rembourser aux banques et c'est des intérêts pour les banquiers. On est totalement capable de faire autrement. Donc la question de la réflexion sur la monnaie, ça ne fait pas vibrer les foules, mais c'est quand même suffisamment fondamental pour que ça commence à faire vibrer les esprits des gens qui sont un peu dans ces milieux-là, de côté des économistes et tout ça. La monnaie type vir suisse, les crédits barter, machin, avec les monnaies locales, le mouvement monnaie locale est plus un monnaie, alors là pour le coup un mouvement ancré chez les gens, mais le problème c'est que la monnaie locale, on a une interdiction de créer de la monnaie. C'est-à-dire qu'on peut changer des euros, on met les euros à une banque, peu importe laquelle, et on fait circuler de la monnaie ciblée, donc territorialisée, c'est des euros quand même, mais voilà, et ils ont leur valeur en euros, donc on ne fait pas de la création monétaire. Avec le barter type vir, on fait de la création monétaire, on en crée autant qu'on en veut, c'est pas vraiment de mais tant qu'il y a des gens qui sont prêts à faire des échanges entre eux, il n'y a aucun problème, quoi. Les échanges, ils n'ont pas besoin d'avoir de la monnaie d'abord. Ça peut être une manière de se réapproprier la monnaie. Et comme moi, je suis sûr que les humains se réapproprier son avenir, se réapproprier l'économie, se réapproprier la monnaie, finalement, ça peut être motivant. Mais il faut lui donner suffisamment de... Oui, effectivement, faut qu'il y ait un côté ludique, faut qu'il y ait un côté plaisant dans l'idée, on est en train de s'approprier un pouvoir qu'on n'avait pas, quoi. On s'approprie le pouvoir des rois. Ouais. Oui, c'est une idée absolument ravissante de l'imaginer un jour des gens qui soient
propriétaires de leurs moyens de production, qui soient capables de décider ce qu'ils consomment, dans quelle mesure ils polluent, dans quelle mesure ils le combattent, et de tout ça, ce soit d'une espèce d'intelligence collective à la Dewey qui dirait que bon voilà, maintenant notre destin c'est le nôtre, et puis et on va le défendre comme ça. Ça c'est vraiment l'optique. Ouais. Tu voudrais conclure, Claire ? Et voilà, je peux dire que ce projet, c'est à mon avis quelque chose une sorte de, comme j'ai dit, de phare dans la nuit, d'espoir pour un futur plus juste et plus vivable pour les prochaines générations. Et c'est pour ça que je pense que ça mérite le fait qu'on se batte pour ce projet, pour le faire connaître et pour le faire appliquer le plus possible. Merci pour le phare dans la nuit. La chaîne YouTube s'appelle Pertusato, qui est précisément le phare le plus sud de la France, au sud de la Corse, et qui justement éclaire les gens qui doutent et qui ne savent pas où ils vont dans les Bouches de Bonifacio. Merci à vous deux pour cet échange, et puis sûrement à bientôt.